Tout le monde a déjà entendu parler de Woodstock, le festival de musique de 1969, l'apogée de la culture hippie. Joe Cocker, The Who, Carlos Santana et bien sûr Jimi Hendrix. Des artistes et des performances cultes faisant de ce festival une référence dans l'histoire de la musique. Mais il y eut un autre Woodstock, en 1999, et cette nouvelle édition est considérée comme le pire festival de l'histoire. Les organisateurs de l'événement, c'est Michael Lang, déjà à l'origine de Woodstock 69 et de Woodstock 94, plus anecdotique, et John Cher, promoteur immobilier. L'événement aura lieu sur 3 jours, du 23 au 25 juillet, et se déroulera à Rome, pas la capitale de l'Italie, mais une petite ville près de New York. Le festival va se dérouler dans l'ancienne base aérienne de Griffith Park. Elle est loin de la ville, possède des infrastructures et le bruit ne dérangera pas les voisins, puisqu'il n'y en a pas. Les organisateurs ont peur des resquilleurs et font ériger tout autour du lieu un mur de la paix recouvert de fresques. Nous avons 2 grandes scènes séparées par 1 km, des petites scènes, une salle de cinéma, un skatepark, des stands pour les associations, les produits dérivés et l'alimentation, 14 distributeurs de billets, ce qui est très insuffisant. Nous avons également un hangar permettant d'accueillir une rave party après les concerts. 350 000 spectateurs vont se rendre au festival. La plupart sont des hommes entre 20 et 25 ans. Maintenant qu'on a fait l'état des lieux, voyons le déroulé de ce festival chaotique. Nous sommes le vendredi 23 juillet 1999, premier jour de ce nouveau Woodstock. La veille, des petits concerts avaient été organisés mettant en valeur de jeunes artistes. Rien de particulier à en dire. Pour cette ouverture, on débute avec du lourd, James Brown. On commence également avec les problèmes, puisqu'avant de rentrer sur scène, l'artiste et son manager demandent une augmentation de 40% pour jouer. L'organisation va refuser et il faudra 20 minutes pour convaincre James Brown de faire son show. Les journalistes de MTV qui couvrent l'événement sont insultés. On leur lance des boîtes de céréales et des bouteilles d'urine, notamment sur le présentateur vedette Carson Daly. Bonne ambiance. Je précise que la température pour ces 3 journées est de 35 degrés, qu'il n'y a presque aucun endroit pour avoir de l'ombre et que toutes les bouteilles d'eau ont été confisquées à l'entrée. Vient ensuite le tour de Jamiroquai. Tout se passe bien. Puis Sheryl Crow, qui reçoit un grand nombre d'insultes sexistes, le public lui demandant notamment de montrer ses seins. C'est DMX qui passe ensuite. Sa prestation est bonne, mais une chanson va faire polémique. La chanson My Niggas que le rappeur va faire répéter à de nombreuses reprises à son public, composé en majorité de blancs. On continue avec Offspring. Le chanteur Dexter Holland va interrompre son concert parce qu'il voit de nombreuses femmes victimes d'attouchements dans le public. Surtout lorsque celles-ci font du crowdsurfing, c'est-à-dire être portées par la foule. Les gars en profitent pour leur mettre la main au cul ou leur toucher les seins. La tête d'affiche de cette première journée, c'est Korn. Les métalleux vont faire une prestation exceptionnelle devant un public surexcité. Il fait tellement chaud que le chanteur Jonathan Davis va faire un malaise juste après sa performance. Le groupe Bush prend la relève et réussit à calmer un petit peu la foule. Et heureusement parce que celle-ci commençait à devenir un peu trop excitée. Dans la soirée, les groupes s'enchaînent sans réel problème. The Roots, George Clinton et Moby. Seul le Insane Clown Posse va faire polémique en insultant le groupe Korn et en jetant des billets dans la foule, ce qui provoquera une bousculade. C'est la fin de cette première soirée et dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. Mais certains comportements commencent à faire peur. La foule est beaucoup trop véhémente, les gars harcèlent les filles, il fait beaucoup trop chaud, les toilettes ne sont pas nettoyées, les boissons sont à un prix exorbitant, l'alcool et la drogue circulent sans aucune limite. Pour l'instant, ça passe, mais attention à la suite.
La chaleur, toujours la chaleur. Cela devient insupportable. Les organisateurs ont fait appel à des prestataires pour tout ce qui concerne l'alimentation et donc les boissons. Ceux-ci se gavent sur les prix. Les bouteilles sont très chères et cela exaspère les spectateurs. Lors du set de Kid Rock, ce dernier demande au public de jeter leurs bouteilles en plastique en l'air pour se plaindre du prix. Des milliers de bouteilles vont voler. On note aussi que l'odeur près des toilettes est ignoble et qu'on peut les considérer comme hors d'usage. Vous sentez arriver le moment où tout va exploser ? Ça va venir. Mais en attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu de nos vidéos. Au moins ça, c'est gratuit. Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram. On vous remercie. Les concerts s'enchaînent. Ice Cube, Alanis Morissette ou encore Wyclef Jean. Le soir, c'est le concert vedette de ces 3 jours. Celui de Limp Bizkit, groupe phare de ces années-là. Mélange de hard rock metal et de rap. 200 000 personnes assistent au concert. Le groupe est survolté, le public est survolté et les incidents vont arriver. Des mecs dans le public commencent à casser les murs en bois et veulent monter sur la tour où se trouvent de nombreux organisateurs. Ils arrachent toutes les protections, forçant les membres de l'organisation à être évacués. De nombreuses bousculades ont lieu et dégénèrent, faisant beaucoup de blessés. La sécurité va demander au chanteur Fred Dust de calmer le jeu. Celui-ci refuse et encourage le public. Il va même faire une chanson sur une des planches arrachées. Image incroyable. Les journalistes de MTV doivent quitter les lieux quand le public leur lance des projectiles de manière continue. Le concert est définitivement arrêté suite à l'écroulement de la tour au milieu de la foule, faisant de nombreux blessés. On reparlera de la performance de Limp Bizkit plus tard. Vous verrez que l'organisation s'est un peu défaussée sur eux. Rage Against the Machine et Metallica vont suivre dans une ambiance électrique. Durant ce dernier concert, un festivalier nommé David DeRosia va trouver la mort à cause d'une hyperthermie due à la chaleur. Ce n'est pas fini. Après les concerts de la journée, vous avez l'after dans le hangar. Fatboy Slim assure le show, au milieu de gens nus et en train de forniquer dans tous les coins. Mais tout à coup, la fête doit être arrêtée. À l'extérieur du hangar, des festivaliers ont volé un camion et roulent au milieu de la foule encore présente. Des agents de sécurité interviennent et découvrent 2 choses. La première, c'est une jeune femme nue et totalement inconsciente, avec un jeune homme remettant son pantalon avant de s'enfuir. Cette fille n'était pas juste dans un état second, elle était vraiment inconsciente. Le mec l'a tout simplement violée. La jeune femme sera prise en charge par les médecins du festival. La deuxième chose, c'est l'état du conducteur, tellement saoul qu'il ne parvenait même pas à comprendre ce qu'on lui disait. Et ce mec conduisait un camion au milieu d'une foule elle aussi alcoolisée. Imaginez le drame qui aurait pu arriver, en plus du viol. Une journée bien agitée et même dramatique. Le pire, c'est qu'on est loin d'avoir terminé. Pour comprendre ce qui va se passer durant cette 3e journée, on va faire un petit récapitulatif des problèmes. Alcool, drogue, chaleur, manque d'eau, prix des boissons qui augmentent, atteignant 8 $ la bouteille d'eau, et des dirigeants qui n'assument aucune responsabilité. Et ça fait déjà 2 jours que ça dure. On peut aussi parler des agressions sexuelles fréquentes. On voit sur certaines images une quinzaine d'hommes entourant une femme en criant « Show your tits !» Show your tits, montre tes seins. Très oppressant. Ce dimanche matin, la moitié des effectifs de sécurité ont quitté leur poste. Dans le même temps, les festivaliers détruisent une partie des installations, les toilettes ou le mur de la paix. Une bonne partie des journalistes de MTV quittent le festival, l'organisation ne pouvant plus assurer leur sécurité. À noter aussi que 70 000 spectateurs excédés par les conditions et le manque de respect des organisateurs décident de quitter aussi les lieux. Les festivaliers sont assoiffés. Hors de question pour eux de payer des bouteilles hors de prix. Quelle est la solution ? Briser une canalisation pour pouvoir boire de l'eau propre. Les gens vont se jeter dessus et se rouler dans la boue. Le problème, c'est que cette eau provient en partie des toilettes.
Et ce n'est pas juste de la boue dans laquelle les festivaliers se jettent. Inutile de vous raconter toutes les maladies qui vont ressortir de cet épisode. Les concerts s'enchaînent, Willie Nelson, Jewel et Creed dans une ambiance pesante. Jewel quittera les festivals immédiatement après sa performance, craignant des débordements importants. Il est 21h35, le concert des Red Hot Chili Peppers va commencer. Petite précision, les organisateurs ont promis une énorme surprise pour la fin de l'événement. Le public attend donc ça avec impatience. La catastrophe va se produire en 2 temps. La fameuse surprise des organisateurs, c'est de distribuer des bougies au public, qu'ils allumeront tous en même temps pour rendre hommage aux victimes de la fusillade de Columbine. Premièrement, tu n'annonces pas un truc comme ça comme une énorme surprise, parce que ce n'est pas ce que les gens attendent. Et surtout, tu ne donnes pas des dizaines de milliers de bougies à des festivaliers excédés, violents et totalement alcoolisés. On verra à la fin si les organisateurs assumeront leurs erreurs. Le groupe fait son set. Le bassiste Flea est nu sur scène. Tout nu. Il prendra la parole au milieu du concert pour demander aux mecs de ne plus faire d'attouchements envers les filles. On y revient encore. Ce qui devait arriver arriva, de nombreux feux se forment. Le public pète un câble, démonte les installations et les brûle. Les Red Hot reviennent pour le rappel, pour calmer le public, et chantent une reprise de Jimi Hendrix, Fire. La chanson était déjà prévue avant les événements, mais il faut avouer que c'est pas le meilleur timing. Le concert se finit, le public découvre qu'il n'y a pas de surprise, et c'est l'émeute. Les festivaliers saccagent tout. Ils arrachent les bâches en bois, font tomber les tours, brûlent les véhicules, allument des dizaines de feux un peu partout et vont piller les distributeurs de billets et les stands commerciaux. 12 caravanes vont être brûlées, 12 conteneurs de réfrigération également. Il faut l'intervention de la police d'État pour faire stopper les débordements. Le lendemain, le lundi donc, le festival est un champ de ruines. Des ordures partout. Des véhicules retournés et brûlés, de la boue mélangée à de la merde, des restes de feu un peu partout, les toilettes retournées, les magasins pillés, les tours écrasées au sol, les stands dévalisés et éparpillés, ainsi qu'une douzaine de camions calcinés. Un champ de bataille, une vraie scène de guerre. Le tableau n'est déjà pas bien reluisant, mais les révélations sont pires. On va apprendre que de nombreuses agressions sexuelles ont été commises cette nuit, ainsi que plusieurs viols. Une centaine de témoignages seront recensés. Vous vous doutez qu'après un tel fiasco, les médias ont demandé des comptes aux organisateurs. On pourrait penser qu'ils ont fait amende honorable, reconnu leurs torts et se sont excusés. Non, ils ont rejeté toute responsabilité. Ils ont minimisé les faits, parlant de quelques connards, 50 tout au plus, alors qu'on est clairement sur des milliers d'émeutiers. Ils ont également rejeté la faute sur Limp Bizkit, qui aurait encouragé le public à foutre le bordel. Les gars ont fait leur boulot, c'est un groupe énergique qui a fait ce qu'il devait faire. C'est vraiment facile de se défausser sur le groupe. C'est un peu comme si vous demandiez à la CDC de ne jouer que des ballades. C'est ridicule. La gestion de l'accès à l'eau a été scandaleuse. Le festival se déroule en pleine canicule. Le prix des bouteilles est aussi élevé que celui de la bière. Ce qui fait que les festivaliers consomment de l'alcool en quantité bien plus importante que prévu. Et cela engendre tous les abus qui se sont produits. Le nombre de médecins n'est clairement pas assez élevé. Ces derniers sont épuisés. Ils ne dorment que quelques heures sans rotation. Alors que près de 125 patients arrivent chaque heure. La sécurité était également en sous-nombre, incapable de contrôler les entrées de drogue dans le festival, alors que les bouteilles d'eau étaient toutes systématiquement prises à l'entrée. Michael Lang, le cofondateur, va dire que les viols étaient impossibles parce qu'il y avait trop de monde. Lui et John Cher vont clairement minimiser les débordements, sans parler des crimes de la foule. On arrive à la fin. Woodstock 1999 mérite clairement son surnom de pire festival de l'histoire. Des conditions catastrophiques, un public alcoolisé et des organisateurs incompétents, débordés
et irresponsable, cela ne pouvait que dégénérer. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce festival, sachez qu'un documentaire Netflix en 3 parties est sorti récemment. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on parle d'autres festivals ou événements culturels qui ont marqué leur époque, en bien ou en mal. Cela peut nous donner des idées. En attendant, on espère que vous avez apprécié cette vidéo, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.